nous allons attaquer maintenant la prochaine conférence. Donc moi je m'appelle Rémi, je suis juste l'animateur, du moins le passeur de relais pour cette prochaine heure. Donc aujourd'hui et pour cette première demi-heure, c'est une intervention en deux temps. Donc la première partie qui sera présentée par Alain. Donc c'est un atelier d'éducation aux médias, à l'information, les fake news. Donc les fake news, alors à l'aune de l'actualité que nous avons vécue depuis les 2 dernières années et à celle que l'on vit aujourd'hui, tragique évidemment, il y a une constante, c'est qu'on est bombardé de manière permanente d'informations, des informations, et le problème c'est qu'elles sont souvent contradictoires. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est haut, un coup c'est bas, et donc dans ce bombardement d'informations, il est assez difficile de savoir où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Et c'est vrai qu'on entend très très souvent ce terme de fake news, donc c'est un petit peu difficile de se faire une idée de d'où est la vérité et d'où sont les mensonges. Donc Alain justement est là pour vous l'expliquer avec cette éducation aux médias et à l'information. Donc Alain, je te laisse la parole. Merci Rémi. Bonjour à tous, je m'appelle Alain, je suis bibliothécaire à l'Université de Toulon. Et notamment à l'école d'ingénieurs CITEC. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle 3-12 ans. Et depuis une douzaine d'années, tous les jeudis matins, je vais dans les écoles. Là, j'ai un contrat avec la mairie de Toulon. Je fais les écoles élémentaires. Et je propose un atelier d'éducation aux médias qui dure 1 heure. Et donc sur les fake news, mais je fais aussi TikTok, sur l'addiction aux jeux vidéo comme Fortnite. Donc c'est des choses qui concernent directement les enfants, mais comme vous allez voir, les fake news, ça concerne absolument tout le monde. Et donc je vais aussi à l'université proposer un bout de ce décryptage. Donc évidemment, les fausses informations, ça a toujours existé. Je suppose que si nous, les Homo sapiens, on a eu une prédominance sur le néandertalien, c'est parce qu'il y a peut-être eu déjà des fausses informations, des rumeurs qui ont pu circuler, on ne sait pas, mais en tout cas, de toute façon, tout ce qui est rumeurs, propagande et tout ça, ça a toujours existé. On verra passer un moment que dans l'histoire, il y a eu des propagandes, des fausses nouvelles qui ont aidé à gagner des batailles et à créer des empires. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est les 4 grands médias qui sont actifs sur le monde entier. C'est la presse, c'est la radio, la télévision et Internet. Alors avec Internet et la télévision, bien entendu, les informations circulent de plus en plus vite, et notamment avec les réseaux sociaux. Maintenant, chacun a la possibilité de balancer des infos et d'informer son groupe d'amis. Moi, je vais dans des écoles où il y a des élèves qui ne s'informent que par la famille ou par des amis, ce qui fait qu'ils n'ont qu'une source d'information. La télévision, avec l'information en continu depuis une dizaine d'années, c'est la chasse entre les médias à qui va donner l'information le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas forcément chercher d'où vient la source et si vraiment c'est la vérité. Ça, c'est très important à savoir. Pas plus tard que vendredi, j'ai assisté à un séminaire à la bibliothèque de l'association des directeurs des bibliothèques, et c'était 2 journalistes de l'AFP qui travaillent au Monde, qui nous disaient que les fake news, elles ont vraiment démarré à partir du moment où l'information a été distribuée en continu, des chaînes comme LCI ou autres. Voilà. Et on sait bien que le pape de la fake news, il est heureusement plus en activité aujourd'hui, mais c'est Monsieur Donald Trump qui, lui, nous en a balancé les plus belles, je pense.
Donc on va d'abord voir ce qui se passe en France au niveau de ceux qui dirigent l'information en France. C'est très intéressant. J'ai un petit plan, ouais. Alors là, il faudrait peut-être grossir un petit peu le truc. Moi, je vais prendre simplement 3 exemples. Enfin, je veux simplement vous dire que les principaux dirigeants de nos médias en France, ce sont les plus grandes fortunes, les banques, et ceux qui ont vraiment des intérêts énormes du style, on va prendre l'exemple de TF1, LCI et tout, c'est Monsieur Bouygues. Monsieur Bouygues, la famille Bouygues, que tout le monde connaît, et qui, dans les années 90, ont fait éteindre un scandale monstrueux à Toulon. Je vais rappeler un petit truc qui s'est passé. La construction du tunnel a vu une extraction de terre complètement polluée. Et au lieu de les mettre dans une déchetterie du style C3 agréé et d'attendre plusieurs années à ce que la terre soit dépolluée, il a voulu faire des économies, bien entendu, et il s'est mis d'accord avec un certain nombre d'hommes politiques de la région pour aller enfouir sur 3 sites varois. Alors il y a la Sainte-Baume, il y a Pierrefeu, donc des sites en plus classés pour certains Natura 2000. Et sur des terres viticoles. Et on a bien vu qu'après après plusieurs pluies, toutes ces terres polluées sont allées polluer les terres agricoles. Et à partir du moment où la Var Matin, je me rappelle très bien, dans les années 90, a commencé à lancer l'info au public, la direction de TF1 a demandé à tous ses amis, comme ils se connaissent tous, c'est facile, de couper net ce genre d'informations. Et heureusement, il n'y a pas bien longtemps, je crois que c'est l'année dernière, Lise Lucet en a fait un reportage très intéressant. C'est là qu'elle a fait un peu remonter cette source d'information. Donc, avant de parler fake news, je vous informe quand même qu'on est dirigé par des groupes qui ont intérêt à ce que l'information aille plutôt dans un sens commun, puisqu'ils se connaissent tous. Par exemple, Bolloré, qui vient de racheter Lagardère, donc lui, par exemple, qui dirige Canal+, enfin, il a la main sur Canal+, je pense que ça serait très étonnant qu'un réalisateur vienne le voir et puis qu'il lui dise on va faire un documentaire, un film concernant toutes vos histoires politiques avec Sarkozy et tout ça, tout ce qu'il y a eu. Là, je pense que les fonds, il n'y en aurait pas beaucoup. Donc on peut voir aussi, voilà, on va se mettre ici, Iskandar Zafa, c'est un groupe avec Benoît Villeneuve, Étienne Moujotte, et c'est eux qui dirigent par exemple Valeurs Actuelles. Donc eux, c'est plutôt côté un peu... Ils sont du même bord que Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, vous savez tous qui il chapeaute actuellement. Donc voilà. Et donc c'est très intéressant, ça on peut le retrouver sur Internet. Il suffit c'est le Monde diplomatique qui le réinitialise chaque année. Donc là, vous pouvez voir à qui appartiennent nos informations. Donc je vais continuer avec... là, on va attaquer vraiment les fake news. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs types et plusieurs conséquences de fake news. Alors, oui, juste avant de commencer, vous connaissez tous la CNIL. C'est celle qui demande aux professionnels, aux sites par exemple, de demander s'ils ont le droit d'utiliser vos images, de vous envoyer de la pub. En général, quand on se connecte, par exemple, pour les plus jeunes sur TikTok, ils ont une réglementation à suivre. On leur demande s'ils veulent, voilà, tout ce genre de... tout un protocole, en général, ils ne le lisent pas, et ils disent « I agree », ils acceptent tout, et après, ils s'étonnent
qu'ils reçoivent plein de pubs ou que quand ils veulent enlever leur image parce qu'ils ont dit peut-être une insulte ou ils étaient peut-être un peu trop sexy sur la vidéo qu'ils ont envoyée, ils veulent l'envoyer, puis des fois ils s'aperçoivent que c'est pas possible ou ils la retrouvent ailleurs. Donc heureusement, il y a la RGPD, c'est le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, qui vous permet, vous utilisateurs de ces réseaux sociaux ou d'Internet, vous permet d'aller enlever des propos que vous considérez comme gênants. Mais on voit bien qu'avec ce qui s'est passé avec le Bataclan et tout ça, ils ont pu retrouver la trace très facilement. La police, enfin la sécurité, Interpol et tout ça, ils ont pu retrouver facilement tout ce qui avait été écrit, envoyé, etc. Donc ne vous faites pas d'illusions. Vous n'êtes jamais libre de tout ce que vous avez enlevé sur Internet. Donc on peut passer à là. Merci Rémi. Donc la définition de la fake news, ouais, c'est super. La définition de la fake news, donc c'est désinformation. Fake news, c'est un terme qui a été inventé par un chercheur de communication au Canada, donc en 2009, je crois, 2010. Donc c'est assez récent le terme fake news. Mais bon, on sait très bien que les fausses informations, ça dure depuis très très longtemps. Alors, il faut se poser 4 questions. Moi, j'ai mis ça de façon très très succincte parce que en général, ces documents, je les présente à des élèves de CM1 ou CM2. Donc, j'ai pas fait vraiment les choses de façon très intellectualisée. On va y aller très rapide. Donc, les sources, c'est qui est l'auteur. D'où vient l'information? Ça, c'était très important quand on reçoit une information de quelqu'un qui nous a envoyé ou d'un flux d'informations. C'est très important de savoir si la source est sérieuse. Parce qu'il y a des sites, des journaux qui sont devenus vraiment, eux, c'est leur pain quotidien. Par exemple, justement, le journaliste de Le Monde vendredi, il nous disait que Le Parisien, François, qui était un journal à l'époque, un des plus grands journaux de France, est devenu maintenant un des communicants fausses informations les plus importants en France. C'est ce qui est incroyable quand même. Après, on peut être d'accord ou pas, hein, mais enfin, c'est des journalistes du Monde. Après, d'où vient l'information? On peut se poser... Ouais, c'est pour ça, moi je veux pas non plus... je vais rester neutre, je vais simplement poser les questions. Ouais. Ouais. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Très important, savoir quand... Oui. Très important aussi, savoir quand l'information a été lancée. Parce qu'on s'est aperçu souvent que des photos, par exemple, concernant des scandales ou je sais pas, par exemple, Lubrizol, quand il y a eu cette explosion vers Rouen, là, il y a eu des tas et des tas de photos qui ont été lancées sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça n'était pas du tout à l'époque. Oui, on peut voir. C'est Xavier Niel. Oui. Non, mais tout à fait. Mais là, je dis simplement que vendredi, j'étais avec 2 journalistes. Là, je donne simplement ce que j'ai vécu. Je ne porte pas de jugement. En fait, je ne suis pas là pour porter un jugement. Oui, mais je dis simplement ce que j'ai vécu. Hein. On en est tous là. Voilà. Ok. Voilà. Tout à fait. Alors, après avoir vu ça, on peut commencer déjà à se poser des questions sur toute la communication qui est faite autour actuellement de la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement en Russie, les journalistes sont actuellement complètement tués.
là, il y a une... Attendez, d'abord en Russie, le journaliste qui prononce le mot guerre actuellement en Russie sur les médias russes a 15 ans de prison immédiate. Voilà. Ça, c'est... Actuellement, c'est ça. Donc, la communication, elle est il n'y a plus de communication depuis la Russie. Il n'y a pas longtemps, Poutine aussi a lancé dans les écoles une vidéo où il demandait à ses élèves c'était une information de propagande. En Ukraine, c'est pareil, il y a eu des tas de fausses informations. Là, on voit par exemple Zelensky avec une croix gammée. En fait, ce n'était pas du tout ça, c'est un photomontage. Ça a été une photo détournée. Il présentait simplement le nouveau maillot de l'Ukraine. Donc il y a eu des tas de photos actuellement qui sont balancées. Donc on va voir un premier type de fake news, c'est en vue de nuire à des personnes. Donc ça, c'est en 2019. Il y a sur les réseaux sociaux une photo qui a tourné pas mal et des parents qui s'inquiétaient sur Bobigny, comme quoi les Roms enlevaient des enfants. Et ça, c'est des rumeurs qui tournent chaque année dans plusieurs villes. Là, c'était en 2019, en 2017, ça a été sur Saint-Étienne. Et on voit souvent les mêmes photos de ce genre de véhicule. Et à chaque fois, ça provoque des arrestations de gens qui veulent faire leur police eux-mêmes, qui vont sur les camps de Rome avec des battes de baseball ou autres et qui veulent faire leur vengeance. Et tout ça, c'est des rumeurs. Hélas, ça peut aller très loin. On sait qu'avec les rumeurs, ça a pu aller jusqu'à l'assassinat de monsieur Samuel Paty. C'est vrai que ça peut aller très très loin. Deuxième genre de fake news, la propagande. Là, j'ai un type de propagande qui est beaucoup présenté dans les écoles en France. C'est par exemple cette députée européenne qui s'appelle Mylène Troszczynski qui marque CAF à Rosny-sous-Bois le 9 décembre 2014. Elle marque donc le port du voile intégral est censé être interdit par la loi, et ce qui est vrai en France, c'est interdit par la loi. Sauf qu'on la photo, on voit bien le sigle les caisses d'allocation familiale et on voit les femmes voilées. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Là, c'est pas un message bienveillant, bien entendu. Alors moi, je suis allé voir qui était cette Mylène Troszczynski. Et après, je me suis rendu compte, en grossissant là, son truc, c'est qu'elle est donc au Parlement européen, qu'elle fait partie du Rassemblement national. À l'époque, elle en faisait partie. Donc là, on voit bien que ce message, il n'était pas du tout bienveillant. Et après, je me suis posé la question, est-ce que le texte est cohérent par rapport à la photo? Donc si vous regardez bien la photo et si vous regardez bien la première phrase jusqu'au point, vous pourrez remarquer qu'il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Oui, exactement. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de feuilles sur les arbres au mois de décembre à Rosny-sous-Bois. Donc effectivement, c'est un photomontage. Et je suis allé donc vérifier s'il y avait d'autres informations qui parlaient de ça. Donc la photo détournée, elle est là, la photo originale est là, et quand on voit la vraie photo, donc je vous communiquerai une application qui s'appelle Tinai, qui est très bien, mais il y a Google Images aussi, il y a plein de genres d'applications qui permettent d'aller prendre une photo, de la copier, et de la faire circuler sur ce site d'image inversée qu'on appelle. Et là, on voit très bien que c'est pas du tout en France. Le sigle, il a été donc rajouté. Et ici, on voit Police Station. On s'aperçoit qu'il y a
C'est à Londres, il y a le sigle le logo du métro, le véhicule roule à gauche, et à Paris, il n'y a pas ce genre de truc sur les passages piétons. Donc c'est une photo qui a été complètement montée. Donc c'est un des classiques. Là, il n'y a pas bien longtemps aussi, une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'est pour l'Ukraine aussi. Ils ont montré. Enfin, il y a un Ukrainien, je ne sais pas qui, c'est très très récent, je n'ai pas eu le temps de savoir qui avait signé cette photo, mais en tout cas, on voit une jeune Ukrainienne en face d'un militaire russe, et en fait, la photo, même chose, elle n'a pas du tout été prise il y a quelques jours, c'est il y a quelques années, et c'est une Palestinienne face à un militaire israélien. Voilà, après, on va voir. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi revenir sur les fausses informations et notamment la propagande. Ça a toujours existé. Au temps de Napoléon, il y a eu une centaine de tableaux qui ont été faits autour du pont d'Arcole. C'était à l'époque où les Bonapartiens combattaient les Autrichiens en Italie. Et Napoléon est monté sur le pont. Il a dû monter quelques secondes seulement. Ça canardait tellement fort que ses officiers l'ont fait tomber là. Et jamais il a pris cette position-là, style la déesse grecque qui regarde fièrement ses combattants. Ça n'a jamais trop existé. Et donc, pour la postérité, il y a eu une centaine de tableaux de fête là. Et puis, il y avait ce courrier qui s'appelait le courrier de l'armée d'Italie. Après cette bataille, des éclaireurs parcouraient toute la France jusqu'à Paris et envoyaient de la propagande en disant voilà, Napoléon a vaincu les Autrichiens sans réellement combattre, tellement il était puissant, il survolait ses hommes, il en était vraiment un héros. Après, donc, propagande et complot, donc ça va un petit peu dans le même thème. Donc, on s'aperçoit ici qu'en 2018, l'IFOP avait publié que, selon les platistes, la Terre n'était pas ronde. Donc ça aussi, ça fait partie des fake news et des fausses informations qui peuvent aussi engendrer des choses terribles, comme pour ce monsieur-là, Rémi Daillet, le complotiste qui avait enlevé la petite Maya, je crois, Mia, voilà, ouais. Et en fait, elle avait un problème avec la justice pour son enfant. Et ce monsieur qui commençait à avoir beaucoup de gens qui le suivaient, dans le genre, il ne faut pas écouter du tout la justice française. Moi, je peux aider à contourner les lois. Donc, elle a eu contact avec ce monsieur qui ont réussi à enlever sa fille. Et puis le troisième et dernier type, alors je les ai mis un peu ensemble, c'est les canulars et buzz. Le but, c'est aussi bien de faire rire ou choquer, mais c'est aussi beaucoup pour récolter de l'argent publicitaire. Parce que chaque fois qu'on clique sur une photo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit une photo qui pourrait faire rire ou qui pourrait provoquer scandale, souvent il faut attendre une pub. Et souvent, c'est les gens qui mettent ce genre de photos qui se sont mis d'accord avec un sponsor et qui ramassent beaucoup d'argent. Donc là, par exemple, j'ai montré cette photo-là qui a été pareil. C'est à RTL. C'était un journaliste qui recevait le porte-parole de François Hollande à l'époque. C'était à Marseille, le match Russie-Angleterre.
pour le championnat des nations. Il y avait donc une bastonnade entre les hooligans et il y a ce monsieur qui a été... on voit que la photo, elle a été complètement... C'est rajouté complet. Oui, il reste 5 minutes. J'ai bientôt fini. Et donc le problème, c'est qu'avec l'info en continu, l'info immédiate, c'est que les journalistes qui l'ont reçu, ils accueillaient en même temps sur le plateau le porte-parole et ils lui ont dit « Regardez ce qui se passe actuellement à Marseille », parce que cette photo, elle a été balancée pendant le match. Donc évidemment, je crois que c'était Le Foll, le monsieur, le ministre. Il a dit évidemment, je vais tout de suite informer la sécurité marseillaise, parce que là, ça porte un grave déshonneur à la France et à notre sécurité pour tous. Et en fait, voilà, on voit que peu de temps après, il y a eu les hooligans à l'Euro, Olivier Mazerolle abusé par un photomontage de pelle dans un stade. Voilà. Et puis là, en fait, la vraie photo, c'est Alain Bougrain-Dubourg qui était venu dénoncer ce monsieur qui faisait de la chasse à la colle pour les grives. Il était venu avec un journaliste et ce monsieur-là a pris une pelle et a voulu taper sur le photographe, bien entendu, pour qu'on ne prenne pas de photos. Pour les canulars, lui, il a eu énormément d'argent, il a gagné beaucoup d'argent, c'est un Canadien. Il s'était mis d'accord avec sa compagnie d'avion, à chaque fois qu'on cliquait aux États-Unis ou au Canada pour voir, parce qu'en fait, on voyait ça. En fait, là, il y avait une bande-annonce qui marquait un pilote d'avion réussit à se prendre en photo la tête en dehors du cockpit. Donc, si vous vouliez voir la photo, il fallait cliquer sur la pub. Voilà, donc ça a duré pendant pas mal d'années, en fait. Voilà, ça c'est la photo d'origine. Ah oui, alors je reviens sur Lubrizol. Lubrizol, c'est aussi, je dis aux enfants, c'est important de connaître très bien son orthographe. Parce que là, ici, c'est le jour même où il y a eu l'explosion à Lubrizol dans l'énorme incendie qu'il y a eu vers Rouen. Il y a eu un document de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. On voit d'ailleurs que c'est un petit peu grisé. On pourrait avoir déjà des doutes là-dessus. Et donc, c'est un document qui paraissait officiel, mais on voit très bien que nuage de fumée, si on ne sait pas bien écrire, fumée, c'est après, là, ici, à court et long terme. Là, c'est pas au pluriel non plus. Donc, c'est pour ça que souvent, j'insiste pour que les enfants ils lisent beaucoup et continuent à être bons à l'école au niveau vocabulaire. Là, voici le vrai document. Voilà. Il y a eu des photos donc, qui ont été envoyées aussi le jour ou le lendemain de l'incendie. Et il y a des Instagram, des Facebook ou sur Instagram, des gens qui ont posté ce genre de photos. Et en fait, ça a été pris aux États-Unis. On peut reconnaître ici un bus scolaire américain. Et il disait qu'il y avait des milliers d'oiseaux morts et tout ça, mais il y en a eu des dizaines. J'ai fini là. Après, après. Voilà. Donc ça, ce sont les applications d'images inversées que vous pouvez retrouver. Donc vous pouvez juste mettre Tinaille. C'est vraiment très très bien fait. Il y a aussi Google. Il y a Oax aussi, je crois. Mais bon, déjà avec Tinaille, c'est un très très bon moteur. Pardon. Tinaille, T-I-N-E-Y-E. Vous tapez juste ça, vous aurez l'application. Donc ce que vous faites, c'est quand vous voyez une photo que vous recevez d'un réseau social ou d'un flux d'informations qui vous paraît suspect, vous faites un copier-coller de la photo. Vous la faites glisser ensuite et elle va vous dire exactement qui l'a prise, à quelle année et d'où elle est sortie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ok, merci Alain. Je vais juste
répondre à la... Ah oui, ah oui. Je m'excuse si j'ai provoqué peut-être des questionnements là, mais en fait, j'ai simplement dit ce qu'on m'a dit, donc moi je ne veux pas en rajouter plus, hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique, ni donner ni montrer mon bord, hein. Moi, si je suis venu là, je pense exactement comme vous tous, hein. Je suis là depuis ce matin, je suis de votre bord, ne vous inquiétez pas. Oui, alors je pense que la plupart l'avaient compris, hein. Moi, je suis un lecteur assidu de François, hein, donc je n'ai pas accusé Alain d'être un propagateur de fake news sur François ou autre chose. Ce qui est certain, et pour conclure sur ce que... Merci Alain pour ta présentation, c'est que effectivement, les fake news, malheureusement, quand on les transmet, on les colporte, etc., il y a quelque chose qui nuit au débat démocratique. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut s'inscrire dans un vrai débat démocratique, et si on s'affiche avec des informations qui sont galvaudées, fausses, etc., on est tout de suite décrédibilisé. Donc, ça a ce très fort potentiel de nuire au débat démocratique. Voilà, donc merci Alain pour cette présentation. Alors Julien, je ne sais pas si tu es dans les parages. Julien, tu es là-bas. Alors je vais laisser la parole très vite à notre prochain intervenant, Julien, alors qui va parler des mots et des mots. Alors les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Alors là, on parle de sémantique. Alors je ne sais pas si les présentations sont complémentaires ou pas, mais il est certain qu'il y a un lien. Et le lien, c'est que aujourd'hui, on est noyé dans un flot d'informations, alors médiatique ou sémantique également. Souvent, on est noyé dans ce flot, on y perd un peu notre latin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, Franck Lepage, et je pense que l'intervention de Julien est un peu similaire. Il fait de très bonnes interventions sur Internet, et il explique évidemment qu'aujourd'hui, on ne dit plus évasion fiscale, on dit optimisation fiscale, on ne dit plus plan de licenciement, mais plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, on noie un petit peu le poisson exactement dans cette novlangue et dans ces expressions qui sont un petit peu, qui veulent souvent dire le contraire de ce qu'elles sont censées qualifier. Donc on est un peu perdu, on y perd notre langage, et c'est un peu le but, la confusion, et ça nuit une fois encore au débat démocratique, parce qu'il faut s'approprier ces outils pour pouvoir maîtriser le débat. Donc Julien, je te passe le micro, et toi aussi tu es sur surveillance, tu as une petite demi-heure, donc voilà, donc le micro est à toi. C'est une conférence au départ qui traite sur le travail social, donc ne traitant pas du travail social ce soir, son contenu va rester les mots et les glissements sémantiques auxquels on peut avoir affaire avec l'usage des mots, comme tout outil en fait. Les mots, c'est jamais la garantie d'une bonne utilisation. Une bonne utilisation peut permettre des conditions favorables, mais ne sera jamais une garantie de quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Donc si vous attendez le remède miracle ou la recette pour sortir du marasme, ça sera la prochaine conférence. De où partir de la Grèce antique. On va partir sur une entrée démocratique, si vous voulez bien. Puisque dans la définition grecque de la démocratie, est-ce que vous savez de quoi Athéna est la déesse? Petite piqûre de rappel pour entrer dans le vif de l'histoire. Attends, allez, levez la main et en cas je vous donne le micro, comme ça j'entends. La guerre, alors j'entends la guerre par là. La guerre, est-ce que quelqu'un a une autre proposition que la guerre pour Athéna? C'est une déesse double, hein. La chasse, non. Alors ni la guerre ni la chasse, hein. La guerre c'est Arès, la chasse c'est Diane. La paix, on va garder la paix. La couture? La culture? La couture peut faire partie de la culture, mais on va garder la culture. Mais si vous parlez tous en même temps, je ne vais pas vous entendre. Alors, bon, comme le temps est compté, on va mettre un terme au jeu. En fait, la déesse d'Athéna représente la double connotation de la polémique. Le polémos, qui veut dire en grec la guerre, mais le polémos logos, c'est donc non pas la guerre, mais la polémique, ce qui prévient de la guerre. Et la deuxième connotation d'Athéna, le bouclier et le hibou. Le hibou, c'est la sagesse, donc l'art de maîtriser la polémique avec sagesse, ce qui fait d'Athéna la déesse de la démocratie. Pourquoi? Parce que tant qu'on discute en démocratie, les Grecs savaient que nous étions faillibles, hein, le contraire de infaillible, c'est-à-dire que nous étions amenés à nous tromper sans le vouloir, sans en avoir aucune envie, sans machiavélisme d'aucune nature que ce soit, nous pouvions quand même nous tromper.
Et le fait qu'un représentant ou qu'un décideur politique puisse se tromper, même sans le savoir, l'amener forcément à tromper son peuple et à l'amener peut-être vers la perte de la civilisation. Donc les Grecs, les philosophes, les tribuns qui se partageaient le pouvoir, hein, puisque la démocratie, déjà il y a une faille dans la conception antique. Le démos, ça a deux connotations chez les Grecs, c'est le peuple et les exclus, les gens de rien. Donc si on met tout, le peuple et les gens de rien, le pouvoir au peuple et aux gens de rien, c'est pas tout à fait pareil que le pouvoir aux élus ou aux plus riches ou aux plus parvenus ou enfin c'est pas du tout la même conception. Pour prévenir le fait que le pouvoir corrompait, les Grecs avaient trouvé une solution qui peut être discutée, mais on n'aura pas le temps de faire ce débat là ce soir, c'était le tirage au sort. Ils pensaient, Aristote parmi eux, qu'en démocratie, il ne pouvait pas y avoir d'élection. C'était antinomique. À partir du moment où il y avait des élections, nous étions dans un héritage aristocratique où nous reproduisions le vivier des dominants et qu'en aucun cas les dominés n'auraient jamais accès à la possibilité de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, il y a une conception, une préoccupation dans l'approche grecque qu'on retrouve en permanence, y compris un peu aujourd'hui, mais même à la Révolution française. Cette contradiction, elle se caractérise par Condorcet d'un côté, Robespierre, même s'il a fait découper la tête du premier, et de l'autre la BCIS. Donc pour les Condorcet, pour les Robespierre, effectivement, le peuple doit constituer ses lois par lui-même quand il le peut. Et quand il ne le peut pas, ou s'il ne le veut pas, pourquoi pas faire recours à des représentants, mais ce n'est pas la démarche première. La démarche première, c'est quand même de s'émanciper et de créer ses lois. L'autonomie, la sémantique, c'est que l'autonomie, c'est sortir du cadre de prêt-à-penser pour être en capacité d'analyser les lois, de les comprendre et de créer les siennes propres. Donc c'est pas du tout l'autonomie, accompagner un enfant à marcher debout ou à prendre en main une personne en situation de handicap pour qu'elle puisse prendre le bus en fait. L'autonomie, c'est un processus complexe de participation à l'édification des règles de la cité. Pourquoi cette précision étymologique Parce qu'en fait, si on ne fait pas en préambule de toute approche, de n'importe quel concept, un minimum d'analyse sur la complexité du terme, ben, on va encourir des interprétations hâtives. Et je pense qu'en politique, particulièrement, la complexité des termes devrait être la première approche, en fait, pour permettre de décortiquer, de ne pas tomber dans des interprétations hâtives, même ne serait-ce que pour permettre au locuteur parfois de clarifier sa pensée. C'est le propre de la communication. Donc, prendre le temps de décortiquer un peu les mots pour éviter qu'ils ne deviennent des termes valises ou des concepts opérationnels. C'est très joli, concept opérationnel comme ça, mais ça relève un petit peu des oxymores. Les oxymores, c'est deux idées, deux notions opposées ou incompatibles qu'on accole pour en faire une nouvelle, plus jolie, mais qui bien souvent n'est pas compatible avec les deux valeurs qu'elle tente d'incarner. Économie solidaire. Alors, il peut y avoir des échanges un peu plus solidaires, mais l'économie, par essence, elle n'est pas solidaire. C'est pas du tout sa vertu, en fait. Le développement durable. Un développement, c'est jamais durable. Il y a des phases de développement qui sont plus ou moins longues, mais il y a des phases de décroissance derrière, puis de vie, de mort. Enfin, le développement, c'est pas linéaire. Et donc, à travers des concepts comme ça, c'est tout un pan de société, en fait, qu'on appréhende ou qu'on n'appréhende plus, parce que c'est avec les mots que nous pensons les faits sociaux. C'est avec les mots qu'on analyse. Au départ, peut-être avant le langage, quand nous nous exprimions par des postures, des grognements ou des clins d'yeux pour savoir d'où on venait, qu'est-ce qu'on voulait, ben, effectivement, là, peut-être que la pensée, une forme de pensée a préexisté au langage. Il n'empêche que depuis bien longtemps, c'est quand même le langage qui nous permet de façonner la pensée. Et donc, quand les mots sont vidés de leur substance, voire de leur sens, et qu'on crée des oxymores, c'est très joli l'oxymore en poésie, un clair-obscur, un silence assourdissant. Voilà. La vertu de l'oxymore en poésie serait bien. En politique, surtout si ça vise à endormir ou à divertir, j'attire une vigilance particulière en fait. J'adore la diversion parce que, encore une fois, ça nous permet de ne pas nous exposer trop parfois et de lâcher la pression. Sauf que quand la diversion rime, enfin, lapsus, quand le divertissement rime avec diversion, il faut se demander de quoi on est diverti, de quoi on se divertit et de quoi il y a diversion. Et bien souvent, la diversion essentielle, c'est celle des décisions politiques, en fait, c'est celle du pouvoir. C'est de permettre aux puissants, que ce soit les tribuns à l'époque, par l'intermédiaire des cirques, du pain et des jeux, ou des jeux télévisés aujourd'hui, ou la Française des Jeux, qui au départ est faite pour le social, hein, la Française des Jeux, pour les baisser les pupilles de l'État, enfin bref.
les glissements. Comment on en arrive voilà, à ne plus pouvoir penser, ne serait-ce qu'une émancipation en termes de démocratie. Qu'est-ce que c'est que cette participation qui est dans la bouche de tous les politiques, de tous les directeurs d'institutions, alors qu'elle est les 3 quarts du temps empêchée? Enfin, c'est quand même un peu paradoxal de prôner et de prêcher quelque chose en se donnant aucun des moyens, voire en privant les moyens de s'émanciper et de participer à tous les échelons de la population, en fait. Aux plus démunis en priorité, mais aux citoyens lambda. Enfin, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont eu à voir redemander une carte d'électeur. Ça peut être un parcours du combattant pour certains. Et la sémantique. Élire n'est pas voter. Aujourd'hui, nous célébrons des victoires comme si c'était des défaites. Or, le droit de vote, qui l'a aujourd'hui? Hommes et femmes députés. Quand on célèbre cette victoire comme étant acquise par le peuple, hommes et femmes citoyens ont le droit de voter, ben non, c'est un droit que nous n'avons pas encore. Peut-être qu'il mériterait d'être conquéri, peut-être que ça serait tout pourri, c'est même pas le débat aujourd'hui en fait. C'est juste de nous attirer, enfin d'attirer notre attention sur le fait que quand on appelle un chat un chien, on risque de pas bien comprendre l'enjeu de la situation. Et qu'appeler le droit de voter donc ces lois, de la même manière que celui d'élire des rois ou des puissants, c'est pas tout à fait le même processus de responsabilisation, d'émancipation et de participation auquel on se réfère. Pour l'un, c'est un balai qui vise à aller une fois à l'urne tous les 5 ans pour choisir par dépit ou par défaut des représentants qui voteront peut-être les lois comme on le veut. Dans l'autre, c'est pas des grands soirs, c'est des petits matins en fait, où il va falloir se former à la rhétorique notamment, à la sémantique, et puis donner les possibilités aux gens de pouvoir participer, que ce soit pas une injonction vide de sens, mais qu'on fasse bel et bien émerger du sens. Pour ça, les outils que sont la rhétorique, que sont la sémantique, qui permettraient, encore une fois, peut-être si ce n'est de mieux nous armer, de mieux se comprendre, au moins de résister un peu à l'enfumage du marketing, de la novlangue managériale, qui nous donne des jolis concepts. Le projet, il est démontré qu'en fait, c'est le terme qui a remplacé dans les livres de management dans les années 2000, le terme de direction. Donc autant on pouvait un peu se poser les questions parfois contre les consignes ou les plans stratégiques, les orientations d'une direction, autant il n'y a plus personne qui se pose de questions contre le projet. C'est exactement le même projet de la direction, hein, même quand il est fait, soi-disant, avec les participants au plus bas, les salariés, les usagers, les habitants. Malheureusement, si cette participation-là n'est qu'un alibi, c'est pas que contre-productif en fait, c'est même délétère à terme. Il est démontré que la population a plus confiance en ses représentants quand ceux-ci sont capables de déléguer un vrai pouvoir. Et du coup, la population est capable de leur déléguer à son tour son pouvoir de décision. Il y a un biais pour moi parce qu'on peut avoir des politiques stratèges qui savent juste bien parler aux gens pour gagner leur confiance. Mais bon, on ne peut être trahi que par les siens ou par les promesses qu'on fait et pour lesquelles les gens ont cru que c'était en cours de se faire, alors que le dire n'est pas une garantie de rien du tout en fait. Donc le poids des mots. Dire, c'est quand même une condition, c'est quand même la condition de penser parfois. Mais si on ne donne pas les moyens, c'est comme crier dans un désert. À quoi ça sert en fait? Ou à qui ça sert? Pareil pour la participation. Donc je pense que questionner, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue du sens en fait, les termes qui sont utilisés aujourd'hui, comme celui de la démocratie, a priori, personne ne s'insurge contre la démocratie, on est tous démocrates, mais personne ne parle vraiment de la même chose, y compris les démocrates entre eux, c'est ce qu'on disait en préambule tout à l'heure. Aujourd'hui, la démocratie s'est représentée, s'est stabilisée sur le principe de démocratie représentative. Là, j'ai envie de dire, on est encore dans une oxymore. La démocratie, encore une fois, par définition antique, ne peut pas être représentative, ne peut être que participative. Donc, et peut-être que c'est pas bien, je ne fais pas l'apologie, encore une fois, de la démocratie. Il faudrait avoir testé plus que ça en Grèce antique ou à quelques époques très courtes dans notre histoire pour en tirer des leçons. Et peut-être qu'effectivement, la démocratie n'est pas un meilleur garde-fou. Peut-être qu'une démocratie avec des médias qui ne sont pas libres, c'est-à-dire le droit de voter pour tous les citoyens, notamment par le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. J'ai pu le plébisciter. Je pense encore que c'est un bon outil pour faire avancer la démocratie, ça c'est mon point de vue et mon opinion personnelle. Pour autant, ce n'est pas une garantie, comme tout outil. Si nous avons des médias qui appartiennent pas au peuple et qu'ils disent à la population avec les bonnes consignes et les bons experts bien payés que voter, il est probable que de la même manière qu'ils vont élire ce que les médias leur disent d'élire en fonction du taux d'audimat, ils soient susceptibles de voter les lois que les grands patrons leur auront dit de voter. Donc on aurait un peu avancé dans un logiciel démocratique sans s'être vraiment émancipé des autres moyens de production, que sont les organes de presse, que sont les associations. Allez, une entreprise c'est compliqué, son but essentiel et premier c'est d'être lucrative.
donc collectiver le moyen de production, encore faudrait-il démontrer que le collectivisme est plus rentable ou du moins plus efficient que l'organisation hiérarchique pyramidale. C'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, encore une fois, c'est juste d'attirer l'attention sur les glissements. Les glissements qui nous empêchent d'analyser les enjeux. Autre que démocratie représentative ou démocratie participative. Alors, disons que déjà, il faudrait peut-être préciser les différents échelons de participation et pourquoi ils s'amalgament les uns avec les autres ou pourquoi ça ne veut pas dire la même chose. Quand on convie la population à un banquet pour que le maire ou un élu fasse un discours, la participation, à part manger des petits fours et avoir entendu la grande messe, elle est un peu réduite. Au-delà, il peut y avoir une information. L'information, c'est un peu ce qu'on vient de dire là. Et encore faut-il qu'elle soit éclairante, qu'elle soit juste et qu'elle soit pas manipulatoire. De là, il peut y avoir des concertations très authentiques. Mais si la concertation ne donne rien en termes de résultats derrière, ça va faire retomber le soufflet. Et des exemples de concertation urbaine sur l'aménagement du territoire qui ont donné rien ou qui sont juste venus servir d'alibi pour des décisions qui avaient été entérinées 5 ans en avant, que ce soit dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou par les politiques et même d'avant, qui font qu'on donne une illusion, mais cette illusion, les citoyens, les habitants ne sont pas dupes. En fait, ils ont bien compris qu'ils étaient un alibi, qu'ils étaient un faire-valoir marketing, et du coup, ils désertent très vite ce genre d'instances qui se veulent représentatives parce qu'en fait, elles ne le sont pas. Au-delà, il y a la consultation. Dans la consultation, il est quand même encore plus difficile de nier les avis des participants, que ce soit des travailleurs sociaux, que ce soit des habitants, parce que normalement, les avis sont actés, ils sont pris en compte, et les nier, c'est pour le coup une caricature d'un déni de lèse-majesté, en fait. On donne du pouvoir aux gens, mais en fait, on n'en fait quand même rien. Il y a rarement d'endroits où le projet de la cité est co-construit, où les décisions sont réparties entre les différents membres de la cité, et surtout où les bénéfices d'une telle action retomberaient directement de manière pécuniaire pour tous les participants. Et certains pensent qu'il n'y aurait de participation que quand la possibilité est offerte de la conception d'un projet à sa réalisation, à son évaluation, à la récolte des bénéfices, si bénéfices il y a, que s'il y avait des possibilités de participer pour chacun en fonction de modalités qui lui seraient propres et non pas imposées, encore une fois, par un cadre supérieur. Les assemblées populaires qui ont émergé dans plein d'endroits, qu'elles soient plébiscitées par les mairies, qu'elles soient demandées par la mairie, qu'elles soient faites par les citoyens, elles n'ont pas eu forcément l'essor escompté. Ça a apporté une forme d'émulsion, de prémices, d'engagement pour des gens qui s'étaient un petit peu détournés du champ de la décision politique ou du champ de l'intelligence collective. Mais il n'y a pas toujours la question de la représentativité. Une assemblée, même si elle mobilise 200 personnes sur une grosse ville pendant 2 ou 3 ans, c'est rien du tout en fait 200 personnes. C'est un échantillon qui est représentatif de rien du tout, parce que la représentativité déjà qu'est-ce que c'est? C'est juste des fois une caution qu'on vient saisir pour argumenter telle ou telle orientation, mais il y a guère de représentativité. Il y a des échantillons qui veulent illustrer bien souvent un postulat. Donc une idée qu'on a déjà au départ et qu'on vient chercher à confirmer en faisant des tours de bras aux statistiques ou aux chiffres, parce que c'est un peu pareil que les mots. On a des experts en face, on a des experts qui sont des ingénieurs dans la communication, qui ont des moyens de communiquer, que sont les médias, qui sont au-delà de ceux que nous avons aujourd'hui, à savoir en tant que peuple. Si je mets du café partout, ça sert à rien. C'est l'éducation populaire, notre moyen de s'émanciper, de nous émanciper, c'est-à-dire une éducation qui est faite par le peuple, pour le peuple, avec les moyens qu'on se donne. Et a priori, ça part de l'idée qu'on a tous des expériences diverses et variées et qu'elles parlent peut-être de manière plus transversale. Elles n'ont pas besoin d'être en haut de la pyramide ou d'être celles d'un professeur émérite. Et ça ne veut pas dire que le professeur émérite n'aura pas le droit de citer, mais de pouvoir répartir un peu la parole pour qu'il y ait un peu plus de monde qui puisse s'exprimer. Et ça permet peut-être d'entendre plus de bêtises parfois, mais aussi de se forger une conscience collective, une intelligence collective et des pratiques qui vont avec. Bon, ça a été théorisé, ça aussi, on ne va pas l'aborder là-dessus. Il reste 10 minutes, donc ça tombe bien. Des exemples plus concrets.
Alors, comment se réapproprier les mots? Alors, il y a des différentes formes, en fait. Il y a des outils d'éducation populaire qui mettent en place des ateliers de désintoxication du langage, donc qui, de manière ludique, proposent de faire des articulations de mots comme ça pour créer des nouveaux concepts opérationnels, enfin, pour s'amuser et voir comment le pouvoir arrive à faire des longues préconisations qui, des fois, sont des discours, enfin, des préconisations creuses, en fait, qui ne renvoient à rien à part à des concepts creux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu? Les expérimentations, par exemple, ou les pilotages de projets. A priori, on ne va pas s'insurger contre un groupe qui est en train de piloter le projet, parce que le projet, encore une fois, on ne l'a pas questionné. Le projet, c'est forcément bien. Le projet, a priori, en plus, c'est le nôtre, ou c'est celui des personnes, des citoyens. Ben, c'est cette question déjà qu'il faut juste poser. Le projet de qui parle, de quelle place, pourquoi? Euh, j'ai envie de dire que se poser cette question pour beaucoup d'outils, pour beaucoup de choses, avant de les attaquer, de les promouvoir ou de les critiquer, juste se questionner en fait. Comment on apprend cette logique-là en fait? Ben, j'ai envie de dire, si elle n'est pas apprise petit, ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué de donner des coups de pied dans une fourmilière quand elle est bien figée après des années de couches sédimentaires que si on apprend, peut-être pas à l'école maternelle, mais à l'école primaire déjà, aux enfants à se poser des questions, plus à se plier à des ordres, fussent-ils injustes ou fussent-ils arbitraires ou autoritaires, de se poser à des questions, de ne pas être dans un schéma exclusivement de compétition, avec des notations qui excluent les élèves plus que ce qui développe leur intelligence émotionnelle, leur empathie ou que sais-je. Mais les pistes de développer l'intelligence et le pouvoir des mots ou le pouvoir d'agir dès le collège me paraît être une des pistes, une des préconisations qu'on pourrait mettre en débat pour les pouvoirs publics, parce que les bénéfices, ils me paraissent assez conséquents à moyen, à court terme, même pour un investissement qui n'est pas si énorme en fait. C'est tout l'enjeu de cette éducation populaire. Éducation populaire qu'on a voilà, qu'on a un peu perdu de vue, qu'on a un peu perdu du sens, parce que même les piliers de cette éducation populaire qui l'incarnent et qui l'animent au quotidien, ils n'ont pas forcément les formations théoriques, puisqu'elles ont perdu en qualification. Un éducateur populaire, aujourd'hui, il est moins bien reconnu qu'un éducateur spécialisé, qui lui-même n'est pas très très bien reconnu, un peu moins que les infirmières. C'est pour vous dire à quel point on n'est pas bien reconnu. Comment on fait quand c'est des populations de plus en plus précaires, de moins en moins formées, qui s'occupent de populations de plus en plus complexes, avec de plus en plus de problématiques? On doit faire la même chose avec moins de moyens. Enfin, il n'y a pas d'issue, là, il y a juste un problème politique qui est posé et pas beaucoup d'instances pour les débattre. Hein. Plutôt que d'apporter des solutions hâtives ou des pistes préconçues, apportons au moins des pistes de réflexion. Autorisons-nous les pistes de réflexion et pour ça, peut-être des instances de réflexion permettent de faire émerger les choses. Aujourd'hui, je suis sceptique sur les instances de réflexion. Je me dis, il est plus facile, de mon point de vue, de créer de la bêtise collectivement que de l'intelligence. Hein. Exactement. Et pour autant, même si ces instances de réflexion existent, et ce qui me donne espoir, et ce qui fait que je ne suis pas complètement en dépression, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, les mêmes canaux, même si avec Internet, on peut arriver à diffuser des moyens d'éducation populaire, mais on n'a pas... on n'a plus d'espace public en fait où on puisse se réunir. Cet espace a été privatisé, quadrillé de caméras vidéosurveillance sous prétexte de sécurité. La rencontre se fait encore moins. Paradigme de compétition, de domination, empêchement la plupart du temps de se regrouper dans l'espace public pour faire émerger du sens collectif. J'y vois les écueils, j'y vois des risques en fait que nous continuions à agir comme le contexte l'induit, à savoir de manière compétitive et individualiste, comme les autres le font, puisque le déterminisme qui agit sur nos postures, les deux premiers, c'est cela, hein, c'est le contexte et les postures des autres. C'est beaucoup plus déterminant que notre éducation, notre sensibilité, nos valeurs, nos croyances, religions, quelque nature que ce soit. Les deux premiers déterminants, le contexte et la posture des autres. Expérience de Milgrams à la clé, jeu de la mort, qui est la réactualisation de ce jeu de Milgrams. Vous connaissez un peu l'expérience de Milgrams? Oui, alors j'entends beaucoup de oui, quelques non. Pour la faire brève, c'est une expérience où des cobayes vont envoyer une décharge électrique à quelqu'un et on va voir jusqu'où ils vont.
On leur dit qu'en fait, la personne est un criminel, plus ou moins, c'est une blouse blanche qui leur intime l'ordre de le faire. Donc ils sont sous couvert d'une autorité scientifique pour faire avancer la science et pour voir jusqu'où ce criminel de guerre peut aller. En fait, tout ça, c'est du pipeau, ce ne sont que des comédiens. Le seul cobaye qui est vraiment testé, c'est celui qui va envoyer les décharges pour vérifier le degré de collaboration qu'il est prêt à avoir. Dans les années 60, Milgrams observe un seuil qui oscille entre 62 et 67% de gens qui sont prêts à charger une décharge létale sous prétexte de l'autorité scientifique ou du manque d'empathie, parce que peut-être c'est une personne qui a commis des atrocités. Donc on est à plus de 2/3 des testés de la population qui envoie la décharge létale. On reproduit l'expérience dans les années 2010 en France. On vire toutes les considérations de science. Ce n'est plus pour la recherche. On vire la possibilité que la personne en face soit un cobaye, un criminel ou quoi que ce soit. Et c'est juste pour un jeu télévisé. On leur dit c'est une bêta, un test de jeu, donc il n'y aura pas d'appât du gain, il n'y aura pas de récompense en nature de en monnaie de quelque nature que ce soit. Et donc le jeu est reproduit en France. On a fait des échantillons, je vous disais tout à l'heure, quand on échantillon, on a viré les personnes qui avaient des tendances peut-être au sadisme ou à la docilité facile, enfin, pour prendre l'échantillon le plus représentatif de notre population française. Et donc, là, c'est une speakerine qui demande... Il y a un petit trucage, en fait, le comédien et le cobaye piochent un papier pour savoir lequel va être l'interrogé, lequel va être l'interrogeur. Et sur les deux papiers, il y a marqué interrogeur, forcément. Donc le comédien lui dit, ah ben, je suis l'interrogé, il le sait, c'est convenu, et tous les cobayes qui viennent derrière donc piochent le papier d'interrogeur. Donc ce sera eux qui feront l'interrogation, et c'est eux qui vont envoyer, pareil, des charges électriques à leur vice-candidat, alors que c'est monté, hein, mais pour voir jusqu'où ils vont aller. Alors à votre avis, on a diminué le taux de gens qui participent? Voilà. On l'a augmenté, et je ne vais pas tourner le suspense plus longtemps, on était au-delà de 80%. Dans les années 2000 en France, plus de 80% des personnes testées sont prêts à envoyer la mort en prime time, juste pour une emprise de quoi? De la télé, d'un petit public qui est là, qui leur dit allez, allez. La personne, donc le comédien, dit non mais arrêtez là, on joue plus, ça fait mal, stop, on arrête. 82 à 86% des personnes envoient la décharge jusqu'au degré maximum. Et il n'y a pas l'autorité de la science, et il n'y a pas la pression d'une arme sur la tempe, la carotte du million de dollars ou de quoi que ce soit. Non, il y a juste une emprise. L'emprise est questionnée, hein. C'est celle de quoi? C'est celle d'un système, la télé, ouais, celle de la télé, qui est beaucoup plus grande du coup que celle de la science, comparée 40 ans en arrière. Et que, encore une fois, nous faisons comme le contexte induit. Là, il y a des gens qui sont dans un contexte, c'est un jeu, c'est un jeu. Un jeu, on tue les gens, mais c'est un jeu. Il reste 2 minutes. Cette expérience s'appelle Le jeu de la mort. C'est un documentaire que vous trouvez sur Internet aujourd'hui, donc qui part de l'expérience de Milgrams et de sa réactualisation aujourd'hui. Pour finir sur les 2 minutes, et pour essayer de ne pas trop rester sur une touche de scepticisme, si c'est le contexte qui est un peu délétère et les postures de nos pères qui sont un peu pourries, qui conditionnent les nôtres, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas les meilleures postures qui adviennent en fait. Oui, peut-être, mais en fait les stats, ça veut rien dire, parce qu'il suffit pas d'être majoritaire. Je crois qu'il n'y a jamais un moment de l'histoire où c'est l'humanité dans sa majorité qui a fait basculer les choses en fait. C'est souvent des petites minorités agissantes qui osent croire en leurs rêves ou parfois en leur délire, ou qui croient même pas, mais qui en tout cas entreprennent, qui font basculer ou qui influencent. Donc moi, j'aurais plutôt à l'instar d'Hugo, il n'y a rien qui peut arrêter une idée dont l'heure est venue, et notamment celle de la démocratie. C'est Churchill qui disait la démocratie est le pire de tous les systèmes, mis à part tous ceux qu'on ait déjà essayé. J'aurais envie de rajouter, essayons encore, parce qu'on ne l'a pas testé, cette démocratie, en vérité. Alors, on en fera peut-être le procès un jour, si elle dysfonctionne, et puis même si elle fonctionne, parce que c'est tout le propre de la démocratie, de la remettre en question, d'être en tension dans nos contradictions, et de permettre l'arbitrage. C'est la définition de Paul Ricoeur, et je pense que cette définition de sa complexité permet d'appréhender un petit peu des perspectives autres que celles du conflit d'intérêts permanent, érigé en boussole politique, avec l'affrontement virtuel droite-gauche. Enfin, c'est comme si on réduisait la vision politique, la prospective, à une gestion du portefeuille. Il me semblait que c'était le contraire, la politique. C'était de faire un projet, d'avoir des idées de société, et après de trouver les bons budgets qui vont bien avec. Mais bon, je suis naïf certainement. J'espère que vous l'êtes un peu aussi, et qu'il y a plus de choses possibles que ce qu'on pense. Donc autorisons-nous déjà à nous regrouper, à nous exprimer, mais à questionner les choses, à commencer par les mots. Parce que sans les mots, on ne va pas s'entendre. Et à défaut que ça soit une obligation, donnons-nous au moins les moyens d'essayer, donnons-nous au moins les moyens d'y parvenir. Si on n'y parvient pas, c'est pas très grave tant qu'on essaye. Merci à vous, bonne continuation.
Merci Julien. Alors juste un petit mot pour conclure là, sur ce débat. Donc je ne vais pas faire un résumé de l'intervention très riche de Julien, mais moi je retiens deux choses. La première, c'est qu'effectivement aujourd'hui le débat démocratique est noyé dans ce maelstrom de mots, et donc comme l'a souligné Julien, quand quelque chose nous paraît un petit peu incompréhensible, c'est souvent dû à ces oxymores et à ces concepts antinomiques. Donc c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est caché là-dessous. Il faut savoir le débusquer pour être vigilant, pour pouvoir être au fait du débat. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est presque la conclusion de son discours, c'est qu'aujourd'hui, l'espoir vient de ces groupes auxquels on participe. L'espoir vient de ce qu'on on caresse l'idée de construire la société de demain, la démocratie de demain. Je pense qu'il faudra resimplifier le langage pour que le peuple, dans son intégralité, puisse se le réapproprier. C'est ce que je retiens de l'intervention de Julien. Merci Julien, merci Alain. Et puis je crois qu'il y a maintenant l'Aum provençal, c'est ça? Donc on va laisser la place à l'Aum provençal, je crois que beaucoup l'attendaient.